Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Coupure. J'accueille aujourd'hui Vincent et Thomas, co-repreneurs de Marlette. Ouais. Salut les gars. Salut Ludwig. Bienvenue. Ravi de vous avoir aujourd'hui. Comme je le disais un petit peu avant l'épisode, tout le monde était hyper curieux d'en savoir plus sur vous et Marlette parce que c'est quelque chose qui est assez, en tout cas pas rare, mais en tout cas pas commun, de reprendre une entreprise qui est déjà établie. Et donc, très content de vous avoir aujourd'hui, d'en apprendre plus sur l'aventure Marlette. Ouais. Écoutez, je vais vous laisser d'abord juste vous présenter un petit peu votre vie, votre œuvre, votre parcours, d'où vous venez finalement avant d'avoir lancé Marlette. Et puis après, on enchaînera sur pourquoi Marlette, où est-ce que vous en êtes, etc. Ouais. etc. Eh ben, déjà, franchement, Ludwig, merci. Moi, je suis honoré, je crois Thomas aussi, d'être présent à tes côtés pour enregistrer ce podcast. Honnêtement, quand on voit les personnes que tu as déjà reçues, moi, je suis vraiment honoré. Donc, merci de nous accueillir. Non, mais plaisir. Qu'est-ce que je fais ? Je lance le bal, du coup. Vas-y, t'as pris le bon. Alors, je suis Vincent. Je suis un ancien sportif de haut niveau. Ok. Quel sport ? Cycliste. Ok. Voilà. Trop bien. Cyclisme. Quand j'étais jeune, évidemment. Ensuite, mes études, c'est dans le cadre de mes études, du coup, que j'ai rencontré Thomas en Angleterre, tous les deux. Peut-être que Thomas développera cette partie-là assez rigolote quand même. Et ensuite, je suis rentré en stratégie chez KPMG pendant quelques temps. Et à l'issue de ça, j'ai été sur des projets entrepreneuriaux, plutôt dans la distribution, pas mal dans le digital au début, puis la distribution. Et ensuite, donc c'est aussi là, on a entrepris ensemble déjà avec Thomas dans le cadre justement de la distribution. Et ensuite, reprise de Marlette. Voilà. Trop bien. Thomas. Donc, vous vous suivez un petit peu là. Bah ouais. Hein. Ouais, on a eu, si tu veux, un parcours où on s'est rencontrés donc en Angleterre. Et puis, on a fait chacun un peu notre vie. Et puis, on s'est retrouvés pour un premier projet. Et puis là, le deuxième avec la reprise de Marlette. Et donc, moi, me concernant, donc Thomas Parrain, j'ai 37 ans, je vis à Paris. Et j'ai une petite fille, voilà, je peux te dire, je le dirais. Voilà. Et j'ai un parcours, moi, plutôt market et commerce. Assez classique, tu vois. J'ai fait mes classes, moi, chez Panzani, La Berry. Après, j'ai été débauché par une boîte belge qui voulait s'installer en France. D'accord. Et dans le cadre de nos échanges qu'on avait en continuité avec Vincent, même si on était sur des projets différents, il y a eu un moment où on s'est dit, tiens, c'est peut-être le temps de faire un projet ensemble. Et ce projet ensemble, ça a été de mettre en avant des marques engagées, anti-gaspi, à travers un site internet. Okay. Et ce site internet a été... on a rejoint Nous Anti-Gaspi. Les épiceries qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Nous, on est les fondateurs du site internet de Nous Anti-Gaspi. D'accord. Le site a dû s'arrêter pour plein de raisons, si tu veux, on pourra le développer. Et donc, avec Vincent, on s'est dit... on a adoré bosser ensemble. On était coloc. Pour tout te dire, on a été coloc à un moment, tu vois, coloc à 35 balais, tu te dis, bon, voilà, c'est drôle. Si ça marche, là, c'est que c'est bon. Exactement, on avait un peu tout passé et on s'est dit, on va retravailler ensemble, on veut travailler dans l'alimentaire et plutôt un petit peu, tu vois, dans l'esprit de l'anti-gaspi où tu recrées pas quelque chose, là, on va reprendre quelque chose. Ok. Ouais. On se dit quoi, des mots-clés, on se dit dans l'alimentaire, avec un outil de prod, pourquoi pas, des lieux de vie. Et c'est là où on se dit, tiens, Marlette, on nous parle de Marlette. D'accord. Et Marlette cochait toutes ces cases. Et comment ça arrive jusqu'à vous ? Est-ce que c'est une recherche c'est vous qui faites de manière proactive une recherche de lieux est-ce que vous avez déjà en tête de reprendre de la restauration ou un coffee shop ou avec un outil de prod ? Et après, comment vous arrivez justement à Marlette si tu veux, on sortait de ce projet donc, qui était très e-commerce, donc un peu loin des gens, dans la distrib. On savait que c'était l'alimentaire qui nous bottait, alors peut-être moi encore plus que Vincent, même si tu en avais fait un petit peu avant. Mais donc il y avait cette idée quand même d'aller vers cet environnement, ce milieu. Mais tu m'aurais dit, tiens, tu vas tenir un coffee shop, j'y aurais jamais cru au début. Tu vois. C'est juste là, il y a eu une opportunité. On nous a soufflé à l'oreille, effectivement, que Marlette était dans une difficulté, qu'il y avait possibilité de reprendre. Okay. Donc, on a fait l'audit de ce qu'est Marlette. Donc, moi, je connaissais Marlette de par les produits, parce que Marlette, c'est quand même 2 piliers. Hein. Tu as des piliers produits et un pilier coffee shop. Ouais. Et si tu veux, nous, on s'est intéressé à cette reprise parce qu'on y a vu un potentiel. On a tout de suite compris là où on pouvait avoir une action, Vincent et moi. Et
c'est comme ça, tu vois, qu'on s'est dit, tiens, on se positionne. D'accord. Et ça, tu vois, ça met combien de temps entre on te souffle à l'oreille Marlette et tu signes pour aller, on repart pour une aventure entrepreneuriale? Ça met longtemps ou ça se fait sur un coup de tête? Le process, il a pris combien de temps? Ça a été très rapide, mais je suis pas sûr qu'on soit la moyenne. Tu vois. En fait, pour différentes choses, moi, juste pour aller dans ton sens, qu'on m'a posé pas mal de fois la question, en fait, c'est vrai que je sais pas si c'est une chance mais c'est vrai que trouver l'entreprise que tu vas reprendre, quelle que soit la situation de l'entreprise, parce qu'elle peut être saine ou avoir une difficulté, déjà. Et ensuite, parce que tu as des sociétés à reprendre, tu as des dirigeants qui veulent partir, qui veulent céder, tout secteur d'activité confondu. Et puis, tu as les sociétés en difficulté. Et là, pareil, tu peux les consulter parce que t'as des... Tribunal de commerce, il y a des... Voilà, exactement. Tu peux consulter ça. Néanmoins, c'est pas à la portée de tout le monde non plus parce que déjà, tu as de la quantité. Voilà. Et une fois qu'en plus, du coup, tu as trouvé... Parce que moi, dans mon cercle, dans mon réseau, je connais des gens qui cherchent différents profils, tu vois, des investisseurs qui veulent changer de vie et qui veulent reprendre une boîte, des entrepreneurs, etc. Ils sont plutôt dans l'idée de trouver quelque chose qui est à reprendre. Donc, tu es dirigeant, toi, Ludwig, tu as 60, 65 ans, tu veux revendre. Je vais te racheter. Pour différentes raisons, peu importe. Voilà, la négo démarre. Parce qu'il y a une due deal aussi pour ça, tu vois. Et dans le cas d'une situation telle que Marlette la vivait, c'est pareil. Nous, avec Thomas, on l'a appris donc en janvier. Et en fait, on a la chance d'être deux. Tu vois, moi, je considère que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être avec Thomas, d'entreprendre à deux. Et on a pu abattre une quantité de travail relativement importante, de faire une due deal en 2 mois pour balayer l'ensemble des facettes de l'entreprise Marlette, tu vois. L'outil de production, les people, la notoriété, la marque, les produits, la qualité des produits. Ça, c'est le côté KPMG, ça. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. T'es processé ça a vachement aidé. Ouais. Moi, chez KPMG, j'étais plutôt côté M&A, donc j'étais pas perdu là-dedans. Mais après, Thomas n'était pas perdu non plus, tu vois. Mais néanmoins, et puis on pourra peut-être se parler de comment tu reprends une boîte, et en fait, dans un cadre tel que celui de Marlette, c'est-à-dire que du coup, c'est un cadre un peu particulier de redressement judiciaire. En vrai, ça fait partie parfois aussi des parcours d'entreprise d'arriver dans cette situation-là, même si c'est délicat, parce que c'est une vraie solution de rebond. Et en fait, c'est intéressant pour des repreneurs comme nous, et c'est aussi intéressant, même si c'est très dur à vivre émotionnellement pour le dirigeant qui subit ça, parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel de rebond pour sa société. Et en fait... on pourra s'en parler, tu as des critères qui font que ton dossier peut être mieux perçu ou pas par le tribunal. Et du coup, à l'issue de ça, tu peux obtenir le dossier ou pas. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ça a été 2 mois, à peu près, entre le moment où on a su la situation par notre réseau et le moment où on a été officiellement repreneur. 2 mois, ça paraît hyper rapide. C'est vrai que un poil plus, parce qu'on a fini, nous, Anti-Gaspif en janvier 2024. J'étais à janvier, Et on a eu les clés de Marlette le 7 mai 2024. Mais effectivement, on avait eu des étapes de due deal et puis t'as tout un process, tu vois. Et c'est vraiment parce que j'accueille pas mal de gens, tu vois, ici, soit des franchiseurs, soit des gens qui veulent devenir franchiseurs, et souvent, ils me parlent un peu du parcours du combattant, d'ouvrir un point de vente, et que ce soit sous pavillon franchise ou en solo, entre les banques, le machin, le DIP et tout, des fois, ils mettent 2 à 3 fois plus de temps que vous, finalement, à pouvoir avoir les clés du... Mais tu fais bien de le dire, parce que nous, on s'est vachement renseigné sur la reprise. Nous, c'est notre première reprise, tu vois, on n'avait pas du tout... on a appris en marchant, et quand tu regardes sur BPI, ils te disent, t'as 18 mois, normalement. La moyenne, c'est 18 mois. Nous, ça a été plus rapide, c'était le momentum. On a su faire ça à 2, effectivement, ça aide. Je crois que, pour rebondir sur ça, avec Thomas, on a peut-être une force, c'est de réussir à créer du lien avec les gens et à fédérer autour de nous. Et en fait, dans notre réseau, on a un peu, si tu veux... quelque part, un peu toutes les compétences nécessaires à une reprise, à savoir les personnes qui peuvent à la fois financer, qui peuvent aussi nous permettre de reprendre Marlette, parce qu'on pourrait le dire, d'ailleurs, on n'a pas repris Marlette seul. En fait, nous, on a repris l'activité café-restaurant. D'accord. Mais la partie production industrielle et commerciale, donc de distribution des produits, c'est une autre société. D'accord. Et ça, c'était pareil, c'est dans notre réseau, on a pu consulter, on va dire, et rencontrer différents profils d'entreprises pour reprendre Marlette avec nous. Mais reprendre Marlette, devant le tribunal de commerce, leur présenter une offre commune. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, les activités sont scindées ou pas ? L'une n'a plus rien à voir avec l'autre. Vous avez Marlette Coffee. Il y a une vraie collaboration. Il y a
C'est une structure qui est peu utilisée finalement, même quand on a présenté notre dossier, tu vois, face au tribunal. Je ne crois pas me tromper, mais pour le juge de La Rochelle, c'était une des premières fois où il avait 2 partenaires qui cherchaient à reprendre conjointement une marque avec un des partenaires qui va se concentrer sur l'activité restaurant, café, et l'autre qui va se concentrer sur la production et la distribution. Et il y a un partage de la marque, et il y a nécessité d'avoir une collaboration entre nous. Donc il y a des partenariats, de la coopération. Et c'est vrai que c'était assez original pour le juge de voir une reprise de cette façon-là. Généralement, c'est assez classique, c'est quelqu'un qui reprend l'ensemble, ou à l'inverse, pas tout. Parce que quand tu fais une reprise, tu peux sélectionner, ça je prends, ça je garde pas. Là, nous, on a décidé de garder ce qui était Marlette, l'essence et l'ADN de ce qui était Marlette, avec le pilier coffee shop et le pilier produit. Mais on l'a fait à 2, avec 2 entités. Trop bien. Bon, on est rentré vraiment direct dans le vif du sujet. Ouais, pardon, non, mais désolé, c'est moi. Mais finalement, si vous deviez présenter Marlette aujourd'hui, parce que moi, c'est marrant, là, j'ai fait un peu mes devoirs, je suis allé regarder un peu les réseaux sociaux. Mais déjà, je me suis rendu compte, Marlette, il y a un seul point de vente pour l'instant. Ouais, et même quand vous aviez repris, il n'y en a jamais eu 5, 6, 7, il y en a eu un tout le long. Alors non, ouais, c'est une bonne remarque. Ça fait partie des choses justement que Thomas a évoquées à l'instant. C'est qu'est-ce que tu reprends ? Est-ce que tu découpes et est-ce que tu le fais aussi en fonction de tes moyens ? Humains, bande passante, financiers, compétences, est-ce que tu te laisses du temps pour apprendre le métier ? Alors, il y a eu 5 coffee shops. Ok. Voilà. Lié au Covid, forcément, je t'apprends rien, ça a été quand même difficile pour tout le monde. Hein. Donc, lié au Covid, il y a eu déjà un impact assez fort sur l'activité du coup café-restaurant, mais pas que, mais aussi sur cette partie-là de l'activité de Marlette. Et du coup, ça a amené à déjà faire une sélection, si tu veux, de ce qui restait. Et en fait, aujourd'hui, et au tribunal de commerce, ce qui restait, c'était, on va dire, 3. Un coffee shop qui n'avait malheureusement pas encore vraiment ouvert, parce qu'il a ouvert quelques mois avant le Covid. Donc bon, il valait pas grand-chose dans le sens, l'activité n'avait pas démarré, tu vois, ou pas suffisamment. Et un autre qui, pour le coup, lui, était un franc succès parce que c'était rue Faubourg-Poissonnière. Okay. Voilà, mais il avait déjà été mis en location gérant, si tu veux, auprès d'une autre entreprise. D'accord. Voilà, à nouveau, dans le cadre, si tu veux, d'une procédure comme ça, tu as quelqu'un qui prend un peu les décisions pour toi, c'est un mandataire judiciaire, et ils ont fait le choix, je pense, ensemble, de ne garder qu'un seul coffee shop, l'historique, celui qui fonctionnait super bien, et les autres, de les céder ou de les mettre en location gérance. Voilà. Okay, donc nous, on a repris l'historique. Ok, c'est vrai que moi, quand je regardais tout à l'heure, mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous reprenez quelque chose, il y a 45 000 personnes qui vous suivent sur Instagram, enfin, en fait, il y a déjà une espèce de communauté, c'est ça aussi, je pense, la force de peut-être avoir la capacité de rebond, c'est d'arriver quelque part où il y a déjà des actions qui ont été faites, et vous allez pouvoir peut-être aussi réveiller un peu une belle endormie, d'une certaine façon. Et donc aujourd'hui, donc Marlette, aujourd'hui, si vous devez le présenter, comment vous le présentez aujourd'hui c'est marrant parce que en revanche, vous le présentez pas de la même façon. On n'en est pas du tout parlé. non, mais alors attends, parce que comme là on est dans une discussion très libre, concrètement, dans le cadre d'une reprise, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Okay. Marlette, c'est écrit sur les 10-15 dernières années. Nous, on reprend à ce moment-là. Donc officiellement créé en 2010, Marlette, tu vois. Donc on se dit, à un moment ou à un autre, il va falloir réécrire Marlette sur les 10-15 prochaines années. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, je ne sais pas qu'on peut révéler des choses, mais il y a une réorientation qui est en train d'être prise sur ce que va être Marlette et comment on en parle. Après... Jusqu'au rebranding ou pas ? Alors, il n'y aura pas de changement de nom. Ok. Non. Mais logo, couleur, enfin tout ce qui est plateforme de marque, il y a des choses. Vous allez toucher. Je pense que Ok. Il y a une évolution. Oui. Ok. Oui. Non, mais ce qu'on peut te dire, c'est qu'effectivement, Marlette, c'est 2 piliers. Tu as un pilier qui est le coffee shop et un autre pilier qui est donc le coffee shop, le lieu où je vis et où je m'y retrouve. Je prends du bon café. J'ai des pâtisseries qui sont proposées sur la base des préparations Marlette. Ok. Et donc, ce deuxième pilier qui sont les préparations Marlette, avec un angle préparation facile à faire, que je peux reproduire en famille, chez soi. Ok. Donc, effectivement, on a repris Marlette parce que ces 2 piliers, on les trouvait intéressants, sexy, on voyait du potentiel. On est en train de refaire un travail sur la marque, sur le positionnement. Bon, on va pas... réveiller les secrets aujourd'hui. Non, mais sans faire teasing ou sans faire quoi que ce soit, on est fiers de ce vers quoi on va. Ouais. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va garder les fondamentaux de ce qu'est Marlette. Marlette, c'est quand même des valeurs. Et tu vois, il y a eu
comme l'a dit Vincent, ça a 10-15 ans de travail avec des fondatrices qui ont mis beaucoup d'énergie à construire une belle marque. Et bravo à elles, parce que faire à la fois des produits physiques avec de la préparation et des coffee shops, nous, tu vois, on a été les premiers à se dire on n'arrivera pas à faire les deux. Ouais, vraiment. Donc elles ont su mener leur barque pendant 15 ans comme ça. Bravo, franchement. Et comme tu l'as dit, il y a une communauté qui suit Marlette, puisque près de 45 000 sur Instagram. Donc il y a une responsabilité aussi d'une certaine mesure de reprendre une marque comme celle-ci. On a envie de s'inscrire dans ce qui a été fait. On a vu où il y a eu des difficultés, assez modestement, on pense avoir vu où ça a été, où elles se sont trompées. Et ben on va essayer de faire mieux. Ok. Voilà. Et donc on met un petit coup de frais. Ok. Et là, sans trahir de secret, mais est-ce que dans la nouvelle plateforme, vous scindez justement les marques en deux, ou ça va vous garder comme là aujourd'hui la même plateforme pour les deux activités? Nous, on est assez convaincus que Marlette, dans son ADN, il y a cette double casquette. Tu vois, c'est pouvoir refaire chez soi ce que tu as aimé au café. Okay. Hein, tu vois. Donc non, ça c'est aussi pour ça qu'on a aimé Marlette. Okay. Tu vois, dès l'étude du dossier. Moi, quand j'ai pris connaissance de Marlette, il y avait les coffee shops, j'avais les yeux qui brillaient parce que je suis un peu le barista de la bande. Tu vois. À la maison, je suis gros geek café. Tu vois, voilà. Et puis j'ai découvert les coffee shops avec John the Juice à l'époque où ils ouvraient le 8e coffee à Londres. J'ai rencontré un des fondateurs, Philippe. T'as fait la formation chez Lomi ou pas? Non, parce qu'à l'époque c'était pas ça, tu vois. À l'époque c'était même pas, ils voulaient pas aller à Paris parce que Paris pour eux c'était les Français, ils voulaient pas y aller. C'était non, c'est trop compliqué. On verra plus tard. Et c'était le 8e, donc il était très encore sur le terrain, impliqué et tout. Il m'a appris plein de choses. Trop bien. Et puis tu vois, très 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 humble, très sympa et tout, sur ce que c'est que le commerce, faire venir des clients chez toi. À l'époque il y avait pas tous les outils d'aujourd'hui, tu vois. 2008, voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand on a vu Marlette, on a compris qu'il y avait quelque chose de bien spécial. Voilà. Et honnêtement, oui, effectivement, Thomas le dit, j'ai envie de le dire aussi, bravo à elle d'avoir fait quelque chose de si chouette. La vie d'entrepreneur, tu le sais toi aussi, ce que tu entreprends, c'est quelque chose de très difficile. Et donc, bravo à elles pour ce qu'elles ont réussi à créer et ce qu'elles ont créé. Ouais. Trop bien. Puis, tu vois, pour revenir un peu à ta question sur est-ce qu'on va scinder les deux? En fait, ça serait perdre toute la valeur et l'essence de ce qui est Marlette. L'un vient nourrir l'autre. Ton coffee shop, il va te transmettre des choses que tu vas pouvoir transmettre du coup à la marque et les produits vont venir nourrir aussi le coffee shop. Donc, vraiment, ce qui nous a plu, c'est vraiment l'ensemble. Tu vois, c'est le... Et d'ailleurs, j'entends souvent dans la restauration, souvent les gens qui arrivent à un moment donné, quand tu veux créer des marques et des marques un peu sur le territoire national, tu as souvent des gens soit tu choisis le modèle de franchise ou pas, mais à la fin, tu as ceux qui ont leur modèle de production et ceux qui l'ont pas. Et généralement, ceux qui l'ont, à la fin, tu sens qu'ils ont un peu un unfair advantage versus d'autres enseignes qui l'ont pas forcément. Bien sûr, c'est un peu comme dans le sport, tu as ton stade à toi ou pas, tu vois. Enfin, c'est un peu, c'est ton outil de prod. Tu même pour te différencier des concurrents, tu vois, dans une certaine mesure. Aujourd'hui, quel est le coffee shop qui peut prétendre d'avoir ses propres préparations pâtissières que tu peux refaire chez toi? Et qui sont aussi derrière des préparations que l'on utilise pour faire nos propres pâtisseries. Qui est vraiment une volonté de faire la démonstration de la qualité de nos produits. Tu vois, on fait nous-mêmes le sourcing dans notre propre atelier de production. Les cookies que tu manges au café, c'est vraiment, on contrôle toute la chaîne de A à Z, tu vois. Donc pour nous, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, on était d'autant plus motivés à reprendre. Mais il fallait pas le faire n'importe comment. Ok. Vraiment, Et justement, sur si je reviens sur la reprise, vous venez pas du tout... la distrib alimentaire, on se rapproche, mais c'est pas de la restauration, vous n'êtes pas du cru. C'est quoi pour vous là, ça fait 1 an et quelques que vous avez donc repris. C'est quoi les trucs que vous avez dit, putain, on s'y attendait pas à ça. Non, est-ce qu'il y a des trucs où vous avez été un peu choqués est-ce qu'il faut se mouiller la nuque avant de reprendre un resto il y a quelques points communs quand même. Si je peux commencer avec cela. C'est les métiers de centimier les deux. Alors tu vois, c'est ça, on peut s'en parler. Ça, c'est effectivement ça dépend de la taille du centime, tu vois. Moi, chez nous, le centime est très petit dans la distribution alimentaire. Effectivement. Moi, déjà, je me dis souvent, de la distrib, tu vois, donc, mine de rien, c'est tu gères une équipe. Il y a aussi une équipe au café. Tu as un lieu de vie. Tu reçois du monde. C'est un peu le cas aussi en grande distrib. Donc, tu vois, il y a quand même quelques similitudes. Après, il y a un vrai volet restauration que tu n'as pas en grande distribution. Donc, effectivement, là, tu te mouilles un peu la nuque. Là. Comme tu dis, là, tu apprends. Le gros plus que nous, on a eu dans cette reprise,
c'est qu'on s'est positionné dans une reprise assez large, à savoir qu'on a repris également les personnes qui travaillaient chez Marlette. Okay. Et dans le cadre de cette reprise de personnel, eh bien, il y avait donc des personnes qui étaient là depuis un certain temps et qui ont un vrai savoir-faire que nous, on apprend encore aujourd'hui. Et on passe du temps avec eux, on a pris du temps avec eux sur tous les postes donc de ces métiers pour pouvoir s'inscrire, tu vois, dans ce que ça veut dire être aujourd'hui un peu restaurateur, puisque notre chiffre, il est aussi fait sur la restauration. Donc, ouais, tu prends des coups de chaud, mais heureusement, on a su embarquer les équipes qui étaient présentes avec un nouveau projet. Et les équipes sont là, tu vois. Après un an, comme tu disais, de reprise, l'équipe est là, elles ont des perspectives, ce qu'elles n'avaient plus il y a encore moins d'un an. Et donc, tu les embarques et donc tu les fais progresser, tu leur donnes des responsabilités en plus. Et donc, ça te permet d'être un peu plus serein, tu vois, dans le cadre de cette reprise. Ouais, c'est trop bien parce que moi j'entends souvent, tu vois, dans la restauration, tu vois, le personnel, c'est un des gros enjeux, tu vois, et le personnel qualifié qui reste, comment fidéliser les gens dans la restauration, etc. Vous arrivez, vous faites le choix de dire, bon, ok, on garde les gens en place. C'est pas comment ça se passe, mais comme tu l'as dit, tu arrives à remettre des perspectives. C'est compliqué de remotiver des gens qui sont passés un peu un certain moment, un peu peut-être down. En fait, ça faisait partie de la due deal. Okay. Si tu veux, nous, quand je te parle de due deal, okay. Nous, tout à fait. Alors, tu vois, quand on était au tribunal, les employés sont venus symboliquement parce que c'était un peu le jour J. Ils sont venus nous voir, tu vois. On avait créé du lien. Okay. Voilà. Alors avec les personnes de l'atelier de production, mais aussi les personnes du café. Et en fait, on savait déjà qui étaient ces gens, si tu veux. On les avait déjà rencontrés 1 fois, 2 fois, enfin tu vois, qui faisait quoi, comment. Ces choses-là, on l'avait déjà audité. Donc, je ne vais pas te dire qu'on était serein, hein, mais d'une certaine forme de sérénité, c'est sûr. Ouais. Oui, exactement. Totalement, bien sûr. Ça fait partie de la due deal, c'est ça. De toute façon, c'est pas d'essayer d'être au plus clair de ce que tu reprends. Hein, sinon, et du coup, tu déclines ça ensuite en budget, en tout doux. tu vois le truc. Mais non, ce que je voulais juste te dire, c'est que, en fait, quand tu animes un point de vente en distribution, je te parle, pour l'avoir fait, j'ai ouvert un magasin, etc. T'as les mêmes enjeux, si tu veux. Donc, et je peux te le dire 1 an après, parce que je ne savais pas en le reprenant un coffee shop. Mais, alors déjà, juste aussi, parenthèse dans la parenthèse, pour moi, je pense que dans la restauration, c'est très large, tu vois, entre un bar à vin, un vrai restaurant qui a 2 services et un coffee shop, tu vois, t'as déjà vraiment 3 mondes, presque 3 mondes. Donc, si on parle juste de ce que nous, on sait, à savoir dans les coffee shops, si tu veux, dans l'industrie, des fois, donc t'as un sujet de staffing, de planning, de staffing, de loyer. Tu vois, tu retrouves en fait un peu ces mécaniques. Voilà. Tu parlais de centimes, tu vois, dans l'industrie... le rayon fruits et légumes, t'es autour de 35% de marge brute, tu vois. Tu peux pas trop te louper, quoi. Voilà, dans la restauration, oui, je sais qu'il faut compter ses sous, mais t'es pas à ce niveau-là de marge brute, tu vois. C'est pour te dire que nous, on vient de l'industrie, c'est vrai que c'est vraiment un autre niveau de tension. T'as déjà fait le jeu en mode difficile, donc là, tu l'as mis en mode moyen. Si je suis honnête, c'est un peu ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut te détendre, et que tu vois, mais pas du tout. Pour autant, c'est vrai que ça... Voilà. Et après, l'animation, Thomas l'a très bien dit, l'animation d'équipe, je pense, fait partie de nos points forts. Tu vois, cette capacité à créer du lien, à comprendre l'autre et à embarquer pour un projet bien spécial. Ça, je crois qu'on aime bien et on sait bien faire. Et puis en fait, tu as raison, on s'est mis dedans à fond. On s'est mis derrière le comptoir, on a envoyé comme tout le monde, on s'est pris notre coup de jus comme tout le monde. Et c'était kiffant, tu vois, ça faisait partie des trucs. Et là, 1 an après, vous êtes encore très opérationnel ou vous commencez un peu à pouvoir prendre de la hauteur et commencer à structurer parce que vous n'avez pas non plus 500 ouvertures, mais... Non, mais tu touches du doigt. C'est-à-dire que on s'est positionné, nous, dans cette reprise en se disant le but, c'est pas que l'un de nous deux soit au service. C'est plutôt de faire grandir Marlette. Et donc, une fois qu'on avait à peu près saisi, je pense qu'on apprendra encore plein de choses, mais à peu près saisi comment c'était organisé, comment l'équipe travaillait, quels étaient les besoins, comment nos clients venaient chez nous, et ben on s'est dit qu'il y avait un travail à faire pour entretenir ça et l'améliorer, parce qu'il y avait quelques difficultés financières, sinon ça ne se serait pas retrouvé là. Donc on a eu un gros travail sur le sourcing, sur les achats, si tu veux on pourra s'en reparler. Mais là aujourd'hui on est concentré sur le développement. Et dans le développement, ça peut te faire un lien, on ouvre un 2e café.
Donc, Des félicitations. merci. Bah, merci. Merci, c'est sympa. Ouais. À Paris aussi? À Paris, Ouais. effectivement. Ok. Ouais. Le premier donc, est rue des Martyrs, Ouais. dans le 9e arrondissement de Paris. Et le deuxième est Sors chez toi. Dans le 18e? dans le 18e, rue Ah, des Abbesses. Trop bien. Ouais. Trop bien. Là, ça va, il y a de la concurrence. Ah, tu sais, on dit 10 minutes à pied, on est pile à 10 minutes à pied. Tu vois, on dit 10 minutes. Voilà, on est bon. Trop bien. Non, Et, non, mais justement, j'ai l'impression, au tout début, on parlait justement du fait le reprenariat. Tu parlais justement des différents types d'entrepreneurs. Il y en a qui veulent reprendre, peut-être des gens qui partent à la retraite, qui veulent pas laisser ça à leurs enfants, qui peuvent pas, etc. C'est ça, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de. Je lisais récemment un article justement c'était. C'est pas que c'est le nouvel Eldorado, mais finalement, il y a tellement, dans 10-15 ans, il y a tellement de sociétés qui vont être à reprendre que ça crée justement des opportunités. Est-ce que vous, après votre aventure, vous étiez déjà dans le truc de dire, quoi qu'il, on veut reprendre quelque chose, ou c'est une opportunité qui s'est créée un peu sur le tas? Non, ouais, Ou peut-être que vous étiez dit, non, on va peut-être monter un truc de zéro. Tous les gens de nos âges, ça c'est un peu, tu vis le truc dans ta vie, t'es jeune, tu veux vivre la vie à fond, puis après tu deviens parent, du coup, tout de suite tu vois la vie différemment. En fait, c'est quand t'entreprends, moi je l'ai vécu comme ça, puis je crois Thomas aussi, c'est que quand on est sorti de nos anti-gaspi, on s'est dit, non, on veut reprendre une boîte. On va reprendre une boîte, on va pas partir de la feuille blanche, on n'a pas envie de se mettre en mode levée de fonds, tu vois, on voulait pas. Alors après, tu peux reprendre une boîte avec la nécessité de lever des fonds aussi, qu'on soit d'accord, mais c'était pas ce qu'on voulait. Okay. On voulait et reprendre une boîte et pouvoir le faire en propre. Ok. Voilà. Donc déjà, tu sais, tu réduis aussi vachement ton territoire. Donc oui, ça, on savait en partant le but était clair. Ouais. On savait qu'on voulait faire c'était ça. un peu les mots qu'on mettait en avant quand, en sortant de l'anti-gaspi, on disait, bon, on va reprendre. Okay. Et moi, je pense que c'est aussi parce qu'il y avait ce côté, pourquoi toujours créer des nouveaux trucs, tu vois, alors qu'il y a une base de sociétés qui sont en possibilité d'être reprises, mais pour plein de raisons, parce que soit elles sont en difficulté financière, soit parce qu'elles passent la main, ou soit... voilà. Donc, le côté reprise, tu arrives avec un asset qui est existant, tu as potentiellement pouvoir le retravailler pour le mettre un peu à ton image, mais au moins, il y a une vraie base de travail. C'est pas pour autant que c'est plus facile. Hein. Ouais. Parce que la reprise, tant que tu n'as pas repris, personne te suit. Tu vois. Je pense aux banques, notamment. Alors, c'est pareil, la banque, ça dépend du contexte. Ouais. Mais elle ne te connaît pas, donc il faut qu'elle sache comment tu travailles. Est-ce que tu vas être un bon lapin, un bon cheval, pardon lapin peut-être aussi. En fonction du contexte de la boîte, si tu parles typiquement de situation de redressement judiciaire, une banque, la banque qui n'aime pas le risque, c'est warning dans tous les sens. Donc c'est sûr que Thomas a raison, ça va dépendre quand même un peu du contexte. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Thomas, c'est et ce que tu dis aussi, c'est qu'effectivement, tu as plein de sociétés à reprendre, mais c'est pas simple de reprendre parce qu'en fait, il y a ce que tu imagines de la reprise. Et tu vois, tu l'écris pas toi, comme une feuille blanche, tu l'écris toi. Ouais. Là, tu l'écris pas toi, donc tu reprends un truc qui est déjà en route, parfois pas dans la bonne direction, tu l'as pas forcément vu en due deal, ou tu t'es dit si, mais t'inquiète, on va prendre le virage. Ouais, alors en fait... le train, il va déjà un peu vite là pour... le virage, non. non. Donc, et c'est vrai, on le vit aussi. Alors, rien de grave, mais il y a des virages qu'on n'arrive pas à prendre, tu vois. Donc, parce que l'équipe, c'est l'humain, et l'humain, les habitudes et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu connais ça aussi. Donc, mais c'est intéressant. Dans tous les cas, tu le vis, que ta société elle aille bien ou pas, tu vas le vivre ça. Donc, tu le vis aussi dans le cadre d'une reprise. C'est pas, même si je pense, tu reprends une société pérenne où tu te dis c'est une belle endormie, je vais la développer de 500 000 à 5 millions, de 5 millions à 50 millions. En fait, quand tu passes de 500 000 à 5 millions, t'as plein d'efforts à faire à ton équipe, de changements à mettre en place et tout. Et ça, c'est de l'argent potentiellement et beaucoup d'efforts. Ouais. Donc, et puis c'est la conduite du changement sur le mindset. Enfin, tu vois. Exactement. Je vois et puis, en plus, là, la boîte était en difficulté, donc l'équipe le savait. Okay. Donc, c'était tout le monde était pas bien, quoi. Est-ce que demain, je vais encore avoir du boulot ou pas Donc, passer d'un état d'esprit où tu sais pas si tu vas avoir un boulot demain et dire vas-y. Oui, t'as quelqu'un qui arrive qui dit ben là, on va te mettre à 400%, on va tout défoncer. défoncer. Et dire attends, assieds-toi parce que moi, ça fait 5 ans que tu là. Et on défonce pas tout. C'est ça. Okay. Il y a un peu de ça, ouais, tout à fait. Même si ça, tu vois, volontairement, on le savait que ça allait arriver, donc on l'avait un peu audité. Le potentiel, l'envie, t'as encore envie. Est-ce que les gens ont un peu la niaque ou quoi? Voilà, est-ce que t'as la niaque? Donc, trop bien. Mais oui.
Et tout à l'heure, on disait, donc tu disais, c'est en moyenne 18 mois. Donc vous avez fait un peu, tu vois, un peu flash sur cette truc-là. C'est quoi, tu vois, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient se dire, tiens, moi, peut-être demain, j'ai une vocation de reprendre un truc. C'est quoi les grandes étapes de la reprise? Alors, une fois que tu as spoté un peu le. Alors, si tu spots, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Première étape, c'est de. Tu vois, en vrai, nous, je sais à quel point on a eu de la chance quand je vois dans notre réseau les amis, les collègues qui font cherchent cette démarche, qui cherchent et qui peuvent chercher du coup longtemps. Après, c'est comme si tu investis dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Tu cherches la perle rare, tu la trouves jamais, c'est qu'il fallait peut-être que tu jettes tes exigences. Tu vois. Bon. Voilà, quand même, faut l'avoir en tête. Faut ménager les attentes aussi. Voilà, faut mais tu vas être un peu souple aussi sur le cahier des charges. Mais non, mais dans les étapes, je peux en parler, puis tu rebondis. Nous, on a rapidement, pareil, dans notre capacité à se dire ça, je sais faire, ça, je sais pas faire. Si tu veux, la partie juridique, il était hors de question de le faire au doigt mouillé. Tu vois, donc pareil, on a consulté différents avocats, donc tous spécialisés là-dedans, mais juste pour trouver la bonne personne qui correspond aussi à notre état d'esprit, tu vois. Donc un avocat spécialisé là-dedans, dans la reprise. Après, passer du temps sur tous les aspects, tu vas auditer du sol au plafond une société. Voilà. Mais je pense qu'en vrai, ça faut le faire, que la société, elle soit saine ou pas saine. Hein, ouais, voilà. Pour que tu sois au courant de ce que tu reprends. Quoi, et ça, est-ce que la personne... Enfin, dans le process, une fois que tu dis on va auditer du sol au plafond, est-ce que tu es déjà dans un mode où la personne en face est au courant que tu es intéressé, et dans ce cas-là, et deuxième question, c'est est-ce qu'elle t'ouvre grand les portes, ou est-ce que c'est un peu, je sais pas, shady, mais commence à mettre des trucs sur le tapis, à quel point c'est hyper transparent tout ça. Ouais, je peux rebondir, et là je laisserai la main quand même à toi, mais c'est que nous, on a pris un peu les choses à l'envers, on a tout de suite contacté les dirigeants et dirigeantes. Ce qui se fait a priori assez peu. En général, tu prends connaissance de la situation de l'entreprise et tu demandes un accès à ce qui s'appelle une data room dans lequel tu as tous les documents. Et tu peux faire tout depuis la data room sans te déplacer. Ok. Voilà, véritablement. Si c'est ce que tu as envie, tu peux. Voilà. C'est un risque que. Voilà. Et tu peux poser ton dossier. Une recommandation. Voilà, exactement. Pour autant, tu peux le faire. Vraiment. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a certains. En fait, tu peux avoir du coup beaucoup de candidats dans la data room qui vont venir voir le dossier, peut-être même vraiment beaucoup, genre 100 personnes, et tu n'auras peut-être que 20 vraiment dossiers posés. Voilà. Après, c'est à peu près ça, Thomas. Je me souviens, on avait rencontré assez rapidement, mais quand même après avoir eu accès à la data room, parce que en fait, si tu veux, c'est quand même... Tu dois respecter un cadre légal. Oui, mais tu n'as quand même pas le droit d'aller rencontrer et de parler sans... Il faut avoir pris un rendez-vous officiellement. Il faut t'adresser au mandataire judiciaire. Ouais, le mandataire encadre vraiment tout. Toutes tes étapes de comment tu accèdes au lieu, qui tu vas voir, tu dois montrer un peu patte blanche. Aussi pour montrer ta motivation. Tu dis, je vais rencontrer telle personne, je vais me déplacer à tel endroit, je vais voir l'outil de production, je vais voir le café. Il te dit toujours oui à chaque fois. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il te dise non. Parce que son but, c'est qu'il trouve un repreneur aussi. Exactement. Oui. Et là, après, vous n'êtes pas dans la position des dirigeantes, mais je me dis, ce qui doit être un peu ambivalent, c'est que vous arrivez un peu, vous... plein d'énergie en disant on a peut-être trouvé un truc qui trouve trop cool, et en face vous avez des gens qui sont un peu en mode moi ça... Enfin, tu vois, il faut accueillir des gens je me mets à leur place chez toi où tu es en train de dire tu sais quoi, je vais acheter l'appart, je vais repeindre la salle de bain en bleu. Et ça, comment cette relation elle se dessine quoi. C'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident, et ce qu'on pense en tout cas, c'est que les dirigeantes, elles nous ont plutôt accueillis en se disant au moins Marlette va perdurer. Et quand avec Vincent on est arrivé avec le projet de reprendre et l'outil de production, la marque et le coffee shop, elles se sont dit Marlette va vraiment rester sur ses standards, sur ses piliers qu'elle a développés. Donc là-dessus, évidemment, c'est dur d'accueillir quelqu'un qui arrive en disant moi j'aurais fait ci. C'était pas notre cas, mais tu vois, comme tu l'as dit, on va remettre la couleur bleue, alors que c'était. Mais je pense que l'équipe dirigeante était quand même encline à nous accueillir pour faire perdurer le projet, et donc nous donner les moyens et répondre à nos questions sans pour autant cacher des choses, il n'y a pas eu du tout cette relation-là, mais je pense que Vincent l'a bien dit, sans se jeter de fleurs, on arrive quand même à tisser des liens, nous, assez facilement, je pense, et à embarquer les gens avec nous, et donc de la même manière, les dirigeantes nous ont dit les difficultés qu'elles avaient rencontrées, dit ce qui se passait bien. On est encore en contact avec elles.
Donc ça balise un peu le parcours aussi, finalement. Oui, je pense, tout à fait. Ouais. Puis du coup, c'est vraiment, je pense, un cycle classique de la création d'une relation, tu vois. Ouais. Tu as un premier discours, un premier contact, on les a rencontrés, en fait, depuis, j'ai pas compté, parce que ça fait beaucoup trop de fois. Tu vois, c'est devenu une relation normale. Paul, donc, qui était le DAF, qui est en fait le mari de Scarlett, je le vois régulièrement. Enfin, on se voit de temps en temps, on s'écrit. Ouais, la volonté, c'était de créer une relation sincère, tu vois. C'était sincère, hein, c'était pas du tout... On aurait pu ne pas reprendre Marlette. Je pense qu'on a été ravis d'avoir rencontré ces entrepreneuses, tu vois. Vraiment. Donc, je pense que c'est aussi l'authenticité de la relation qui a participé, et nous d'ailleurs aussi, à obtenir des informations transparentes. Mais après, c'était pas du tout dans leur état d'esprit. C'est les gens franchement honnêtes, avec l'envie effectivement de trouver la bonne personne pour donner une seconde vie à Marlette. Ça, c'était parce évident. que finalement, les deux choix, c'est soit on kill tout, soit finalement ça reste en vie, quoi. D'une certaine façon, comme vous dites, ça perdure un peu dans le temps. Bien sûr. Une fois que là, vous ouvrez le deuxième, en tout cas, on réouvre un deuxième, parce qu'il y en a eu 4 ou 5, vous restez sur un modèle succursale. Et la question un peu plus large, c'est est-ce que le modèle pour développer Marlette demain, ce sera de la succursale, ou est-ce que ce sera à un moment donné de la franchise, un truc hybride, je sais pas, il y a eu quoi, j'ai entendu de la location de marque, la location gérance, tu peux en faire aussi. En gros, ou la licence de marque. La licence de marque, c'est ça. C'est quoi le modèle que vous voulez mettre en place là pour la suite Je vais te poser la question parce que j'ai pas forcément la réponse. Qu'est-ce que tu me conseilles? Honnêtement, on va faire un sondage là quand tu publieras l'épisode. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on aura autant de réponses pour que contre. Et en vrai, je sais pas. Donc, et je crois que Thomas, en vrai, non plus. T'as peut-être un avis un peu plus tranché que moi, mais je sais pas. Je pense que on avance étape par étape. C'est déjà une big step de se dire qu'on va faire un x2 en termes de personnes à encadrer, de chiffres, de clients à aller chercher. Faisons déjà bien le deuxième. Le deuxième, on ira chercher un troisième, évidemment, mais pour l'instant, sur la formule et la bonne manière de le faire, step by step. Okay. Je pense que c'est après, un peu dans notre état d'esprit, tu apprends à nous connaître aussi, Ludwig, à travers de ces échanges. Tu vois, tu as eu Jean-François Bohémy. Je crois un peu ça, tu vois, il a commencé, il en a ouvert 1, puis 2, puis 3, puis finalement, il a eu une opportunité pour se développer, d'accélérer avec des gens qui voulaient ouvrir un Bohémy. Il n'a pas dit oui ou non, il a dit ok, on va se rencontrer et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et ça a débouché sur effectivement plutôt une forme de franchise. Peut-être que pour nous ce sera pareil. Peut-être, tu vois, c'est une question de rencontre. Tu vois, si tu me dis Ludwig, là en sortant, ça m'intéresse, je pense qu'on ira se boire une bière. Tu vois, je pense qu'on ira se boire une bière. Trop bien. Et justement, si je fais un peu, vous arrivez sur Marlette, donc avec votre bagage commerce, un peu cabinet de conseil et surtout de la distrib. J'imagine que quand tu reprends Marlette avec ce côté justement un peu boîte avec 2 pieds, distrib et comment vous mettez à profit est-ce que déjà je sais pas si vous pouvez le dire ou pas, mais n'hésitez pas à me dire que c'est trop indiscret, mais est-ce que quand vous avez lu le dossier, c'était plutôt la partie distrib qui pêchait versus les coffee shops ou inversement, et est-ce que votre passé dans la distrib vous aide aujourd'hui dans Marlette? Beaucoup de questions. On peut le formuler autrement. Tu peux te dire, on peut te répondre peut-être en te disant qu'est-ce qui était le plus dur et pourquoi nous on n'y est pas allé. Tu vois. Déjà, c'est vraiment 2 métiers différents. Tu vois, faire de l'alimentaire, produire, c'est un sujet. Deuxième sujet, la logistique. C'est un gros bébé. Tu as envoyé tes produits sur une plateforme et les distribuer au national. C'est un coût. Et 2, c'est un métier. Et 3, le commerce. Être capable d'aller ouvrir des portes, grands comptes pour les centraliser, Auchan, Carrefour, Monop, etc. Et tous les indépendants. Comment tu fais? Ça s'invente pas, tu vois. Alors, c'est-à-dire que tu trouves des commerciaux pour le faire pour toi. C'est plus la même boîte. D'une certaine façon, c'est pas la même boîte finalement. Et c'est des compétences, tu vois, t'imagines. Alors, en termes d'enjeux financiers, 2, en termes de compétences, alors voilà, avec Thomas, on s'est dit c'est pas possible, on peut pas gérer ça. Ou alors c'est avec des moyens qu'il faut aller chercher et on n'a pas envie de se remettre dans une démarche d'avoir un partenaire financier qui très concrètement détiendrait beaucoup plus de parts que nous, de par les moyens mis en place. On voulait pas quelque chose comme ça, donc on a su regarder sous un autre angle cette reprise et le faire avec quelqu'un, un partenaire. Voilà. Et sur la partie appro, est-ce que donc vous êtes, donc j'imagine qu'il y a une grosse partie qui est
en partenariat avec le deuxième pilier de la boîte. Ouais. Mais est-ce que vous autorisez, est-ce que vous autorisez aussi à butiner ailleurs, ou c'est 100% de tout ce qui se passe chez Marlette doit passer par ce deuxième pilier aujourd'hui? Donc, dans le coffee shop, tu as vraiment plusieurs types de produits. Ok. Nous, peut-être qu'on peut décrire ce qu'est le coffee shop Marlette, puisque finalement, aujourd'hui, il y a des coffee shops qui pop-up tous les jours à Paris. En ce moment, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Donc, et en fait, comme dans la restauration, il y a plusieurs types de coffee shop. Tu as le coffee shop Focus Café qui va être pour les geeks du café qui cherchent vraiment à ne boire que du café de spécialité ultra pointu. Yes. Et puis, tu vas avoir des coffee shops qui vont faire de la restauration. Alors, tu as plein de types de restauration, plutôt japonaise, notamment pour certains. Et puis, nous, on a plutôt un coffee shop qui fait de la restauration de plats de saison. Et donc, tu vois, si je reviens à ta question, aujourd'hui, c'est l'aspect restauration n'a pas du tout de lien avec Taste Distribution, donc, qui est le deuxième pilier, dans la reprise de Marlette. Donc, aujourd'hui, nous, on fait notre chiffre avec de la restauration, du café et nos pâtisseries. C'est l'ensemble de ça qui fait que le coffee shop aujourd'hui fonctionne. Et sur la partie restauration, là, on a des fournisseurs qui n'ont aucun rapport avec Taste Distribution. Okay. Donc, quand tu viendras manger une petite salade chez nous, tu auras l'occasion de prendre un café qui vient d'un fournisseur particulier, la petite salade que tu auras faite qui viendra d'autres fournisseurs, et la pâtisserie qui, là, sera en lien avec Taste. Ok, trop bien. Et non, mais c'est ça, ça fait le point sur, ça me fait un peu le pont sur, ok, là, on a vu un peu toute la partie reprise, un peu, pas gestion, mais un peu l'opérationnel. Marlette, c'est une marque. Vous reprenez finalement, tu vois, je pense que, en tout cas, pour les Parisiens qui écoutent, déjà, rue des Martyrs, c'est un peu emblématique dans le commerce. Et en plus, Marlette, il y avait ce côté où c'était assez connu. Comment on travaille le fait de... Comme tout à l'heure, tu disais, c'est toi qui disais ça, tu disais, on a une mini-responsabilité quand même quand on reprend un peu une marque. Déjà, est-ce que vous l'avez senti après? Est-ce que les gens vous le font un peu ressentir? Et comment vous bossez la partie un peu market, toute la partie image de marque? Moi, je vois que vous postez vachement sur LinkedIn, notamment. Vous documentez vachement le truc et c'est cool, je pense. Mais sur la partie plutôt B2C, comment vous gérez le truc? Est-ce que vous avez des prestats? Est-ce que vous voulez tout internaliser? Et plus largement, c'est quoi aujourd'hui les périmètres de vous deux? Est-ce qu'ils sont clairs ou pas? Est-ce qu'ils sont un peu diffus? C'est-à-dire, on va régler des comptes. Je vais en profiter, là, qu'il y a du monde. J'en ai marre de faire le café. Intolérable. Et je peux peut-être juste, moi, commencer avec l'aspect... moi, j'avais une crainte, quand j'ai repris, c'était de perdre les clients. Ok. Je témoigne. Et donc, quand on a repris, tu vois, on a fait une reprise un peu en catimini, tu vois. On n'a pas claironné. Alors, sur LinkedIn, effectivement, on a documenté, j'aime bien le mot, parce que c'est vraiment ça, les étapes par lesquelles on est passé. En revanche, dans le café, on n'a pas mis banderole nouveau propriétaire. On n'a pas révolutionné du jour au lendemain la carte. On n'a pas fait des choix drastiques de changement d'heure. Enfin, tu vois, on s'est vraiment inscrit dans ce qui était, pour garder les habitués, parce qu'aujourd'hui, rue des Martyrs, on a quand même une bonne base de clients habitués, et on n'avait pas envie de les perdre. Et puis, au fur et à mesure, ces habitués, comme ils sont là régulièrement, ils ont fini par comprendre qu'il y avait une reprise, et donc on les a gardés. Ils le voyaient tout le temps. Mais vous êtes qui, vous C'est qui, le gars qui est toujours là-bas, je comprends pas. Non, mais c'est vrai. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu découvres tes habitués, donc ça, c'est vachement bien, parce qu'ils te disent ce qu'ils aiment, et toi, tu as envie de garder ce qu'ils aiment, évidemment. Donc, tu apprends aussi avec eux. Et donc cette reprise, elle a été faite un peu en discrétion. Et donc, et au fur et à mesure, on a changé quelques curseurs sur les éléments de la carte, sur de la présentation, sur la manière d'accueillir le client, d'aller chercher des avis Google. Tu vois, ça aussi, on pourrait s'en parler, c'est un vrai sujet. Donc avec les équipes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire une continuité dans ce qui avait été fait, à garder nos habitués, à développer notre chiffre et aujourd'hui à être plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour la partie continuité. Et puis, comme on se disait, nous, on aime bien travailler avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, on a un partenaire qui s'occupe, avec qui on travaille, de la partie référencement donc du café sur Google, le travail des mots-clés, la réponse aux avis, des shootings photos, D'accord. qui s'appelle Malou.
Ouais, trop bien. Voilà, tu dois connaître, évidemment. Donc, voilà, Malou est un partenaire indispensable aujourd'hui à qui on aime travailler. Trop bien. Et ça, comment ça se passe? Parce que quand vous arrivez dans ce métier, ça est la prochaine question, c'est-à-dire que la restauration, c'est vachement digitalisé là, ces dernières années. Voilà, en fait, vous arrivez là-dedans et vous dites, tiens, finalement, la resto, c'est pas juste faire du café, du bon café, des bonnes pâtisseries et tout. Tu vois, dans la reprise, l'audit qu'on a fait, on savait bien que Marlette n'avait pas pris le virage du digital, tu vois. Moi, j'ai travaillé chez Yelp, tu vois, justement, quand j'étais à Londres et que j'ai rencontré le fondateur de Joe & the Juice, j'étais dans le digital. Donc, tu vois, je sais pas si tu connais Yelp, c'est comme TripAdvisor, tu vois, donc c'est du référencement de commerces locaux. Donc, ça me parlait vachement, cet aspect visibilité, tu vois. Et alors, justement, à l'époque, les coffee shops, ils n'en avaient rien à faire. Parce qu'il y en avait beaucoup moins, déjà. Et c'est donc, il y avait le flux naturel, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et effectivement, il y avait, on le savait, un vrai travail à refaire, de la notoriété. Alors, pas sur Insta, parce que c'est vrai qu'il y a une communauté sympa. Ouais. Mais sur Google, la note n'était pas bonne, n'était pas du tout au niveau, le rythme de collecte d'avis n'était pas suffisant. Puis tout ce que Thomas vient de mentionner, de visibilité, de référencement naturel, etc. Donc ça, on savait qu'on devait le faire. Et ça, justement, est-ce que, ça, tu viens du digital et tout, mais est-ce que vous arrivez en disant, OK, est-ce que vous avez refondu toute la stack technique du lieu, ou est-ce que vous avez gardé, je sais pas, ça peut être un système de caisse qui marchait bien, est-ce que vous arrivez en disant, on change tout? Aujourd'hui, on peut te dire qu'on a changé beaucoup de choses. Ouais. Par contre, on a gardé, tu vois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de restaurateurs aujourd'hui qui sont équipés pour faire les plannings. Ouais. Donc nous, on a une solution, il y en a plusieurs des sympas. On travaille avec un de ceux qui sont parmi les plus connus. Et après, effectivement, la stack, comme tu dis, on l'a pas mal revu. Il nous reste certaines briques sur lesquelles on n'est pas allé. Je te vois venir, Ludwig. Non, je n'en parle jamais. Je plaisante, mais je volontairement, c'est vraiment très affectif, t'en fais pas. C'est qu'effectivement, je pense qu'il nous va nous manquer quelques aspects, effectivement, dont la fidélité. Mais, Comment tu vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'apprends? Mais on sait que c'est un moment ou un autre quelque chose qu'on va forcément travailler. Mais on avait, dans les prios, il y avait des prios à travailler avant et sur lesquels on travaille. Et franchement, on doit encore beaucoup travailler dessus. Mais je suis content parce que d'habitude, c'est vrai que comme on bosse avec des restaurateurs, souvent on a des partenaires à nous, des clients à nous qui viennent. Non, on bosse pas ensemble, donc c'est cool, on peut se parler un peu librement. Aujourd'hui, je sais pas, c'est quoi vos outils que vous utilisez? Tu parlais de Malou, n'hésitez pas à dire non, mais est-ce que des gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir justement le besoin de s'équiper, vous êtes arrivés, c'était quoi vos premiers chantiers et qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil qui aujourd'hui vous facilite la vie? Ouais. Moi, je suis un peu le financier de la bande quand même. et en fait, il y avait vraiment la volonté de structurer toute la partie financière. Okay. Donc, compta. Mais du coup, compta, caisse, tu vois, il faut que ça tourne, quoi. Facile, que ce soit bien rodé. Et notamment la clôture de caisse. Pour moi, c'était impensable qu'on y passe trop de temps, qu'il y ait des incohérences, que du coup, il y ait des écarts de caisse, que du coup, en banque, tu t'y retrouves pas. Tu mets quand même c'est un niveau de risque important, quoi. Tu vois, si ton chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu as ensuite en banque, là, on a perdu un truc, quoi. Voilà. Donc ça, il fallait tout de suite le structurer et on l'a mis en place rapidement. Et aujourd'hui, ça fait partie des réussites. On en est vraiment content. Et après, dans ce registre-là, il y a eu aussi l'outil de paiement. Donc, on a travaillé rapidement avec Yavin. Okay. Et sur la caisse, c'est qui? Vous avez bossé avec qui? Zelti. Okay, qui était déjà là. Pour le coup, l'équipe dirigeante, Paul avait un passé chez Big Fernand, donc il connaissait quand même très bien la resto. Puis Scarlett aussi. Mais ils ont rapidement mis Zelti parce que cette force d'être un peu multisite. Donc Zelti, super. Donc là-dessus, on est content. Sur l'outil de paiement, là, en revanche, il y avait, notamment pour le staff, pour la partie de tips, on a mis en place quelque chose et ils n'étaient pas forcément ultra d'accord, l'équipe, au début, parce que tu as ce côté un peu, je dois laisser un tip, il y a ce moment un petit peu, tu sais, le temps se suspend là, quand le client va mettre... Est-ce qu'il met 0 ou pas? Alors, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun regret parce qu'ils ont stratosphérisé le nombre la quantité de tips, tu vois, mais véritablement. Donc, nous, on est super contents pour eux parce que ça valorise aussi leur travail et ça fait partie du truc. Donc ça marche vraiment, ce truc tips. Mais c'est marrant que eux, ils avaient peur de quoi? D'avoir moins? Parce que finalement, Marlette, ça a ce côté un peu famille. C'est un lieu chaleureux, on prend son temps, on a un rapport avec le serveur qui est de proximité. Et si tu veux, l'argent, c'est toujours un sujet un peu délicat. Et en fait, tu te retrouves en caisse. Ah, tu dois laisser un tip. Est-ce que j'aime ta tronche? Ouais, je vais le faire, tu vois. Et ça les gênait. Et puis en fait, maintenant on a brisé la glace, il n'y a plus de sujet, ça roule, tu vois. Et voilà. Ouais, c'était gênant aussi avec les habitués. Je pense qu'il y avait peut-être peur de devoir confronter l'habitué à devoir laisser un
un tips. T'as probablement raison. Je pense qu'ils n'ont pas de regrets. Le juge de paie, ça a été la fiche de paie. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors, nous, on a fait ce choix-là, d'ailleurs. Mais ouais, tout à fait. Et ouais, complètement. C'était le meilleur moyen de la démonstration, c'est fait comme ça. Et après, dans les outils, on a poursuivi sur... Nous, tu vois, on a les habitués. Et on a aussi beaucoup de touristes, quand même. Il y en aura plus aux Abbesses, mais il y en a quand même aussi rue des Martyrs. Et en fait, on a tout de suite mis en place un outil de paiement à table. Qui sont beaucoup plus, tu vois, sensibles à ça. C'est Yavin aussi ou... Alors, on aurait pu. Il s'avère qu'au finalement, on a fait un choix. Il faut faire des choix dans la vie. On a pris le choix on a choisi Sunday. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est atypique. J'ai rarement entendu les deux qui bossaient dans la tu vois, voilà. Ça, c'est le côté grande district. On aime faire cohabiter pour... Tu stresses les boîtes. Petit message à tous ceux qui nous regardent. Prenez tous les concurrents à chaque fois, vous allez voir. Dans 6 mois, on refait les contrats. Non, franchement, on a des super partenaires en vérité, donc on est très contents, honnêtement. Et donc, ouais, les outils, on les a mis en place sur différentes thématiques comme ça. Partie RH aussi, tu disais Partie RH, ouais. Exkelo. Ouais, Exkelo, tout à fait. Qu'on a du coup étendu, parce qu'il n'y avait pas tout. Il y avait une bonne partie qui était mise en place, mais nous, on a vraiment pris la USI RH presque 360. Ok. Ça, pareil, j'imagine que c'est... Enfin, toi, sur la partie DAF, tu as un côté, j'ai plus envie de m'occuper de ça. Il faut que ça soit un peu automatique. Soit fluide. Et ça fait un outil un peu collaboratif. Thomas, il a une partie à lui. La manager, elle a une partie à elle. Et moi, une autre partie. Tu vois, il y a vraiment une cohabitation qui est saine. Comme Pennyline avec notre comptable, l'expert comptable. Il collabore avec moi dans Pennyline. Et nos fournisseurs, tout est dans une seule et même plateforme. En vrai, tu gagnes du temps, t'es précis, t'es exhaustif. Je parle comme un comptable là, mais c'est un peu ça. Et tu cherches à gagner du temps et en sérénité. Tu vois, pour te concentrer sur ce que tu as envie de faire, développer la visibilité de Marlette, ouvrir un deuxième café, développer le chiffre. Voilà. Donc, c'est le temps qu'on cherche à gagner, tout en étant serein que ce qui est fait est bien fait, quoi, tu vois. Trop bien. Et là, aujourd'hui, le deuxième arrive. Comment vous pensez un peu structurer les rôles des uns et des autres? Tu me dis que tu avais un profil un peu plus market. C'est vrai que tu posais la question. C'est quoi aujourd'hui un peu Aujourd'hui, le deuxième, tu vois, si je pense vraiment équipe, comme je te disais, là, les équipes qu'on a gardées, on leur a donné un peu de perspective. Et donc, il y a des personnes qui sont aujourd'hui à Martyrs qui vont aller aux Abbesses. Okay. Et donc ça va... donner un peu d'air à certains, prendre des responsabilités pour d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, voilà, il va y avoir maintenant une organisation qui va être, à penser sur 2 établissements. Et effectivement, moi j'aime bien être dans l'opérationnel. Donc, j'étais beaucoup dans le café rue des Martyrs. Et bien, demain, je serai beaucoup plus sur Abbesse. Mais parce que tu vois, dans notre précédente expérience, on était très digital finalement, et c'était moi ça me manquait, tu vois, de voir le client, de comprendre comment il rentre dans le café, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il repart, enfin tu vois, de percevoir, de sentir les choses. Aux Abbesses, c'est indispensable de faire la même chose pour dupliquer ce qu'on a réussi à faire aux Martyrs. Et la répartition entre nous, parce que tu nous posais la question. Oui, pardon. C'est vrai que Thomas, il vient de le dire, il est très opération et marketing commerce quand même. Ok. Et du coup, moi, plutôt sur la partie administrative, financière, juridique. Toi, quand tu développes comme ça, tu dois forcément penser à ta structure juridique. C'est autant d'aspects à, mine de rien, à gérer, quoi. Tu vois, pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai, beaucoup savent, mais c'est vrai que ceux qui ne savent pas, moi, je l'ai aussi appris, tu vois. Comment tu structures ton entité, ton groupe pour en avoir 2, 3, 5, 10, 20, tu vois, voilà, il faut quand même l'anticiper un peu parce que dans tous les cas, ce sera des coûts, donc plus tu l'anticipes, plus c'est fluide. Voilà. Donc, on se répartit comme ça. Et ça, c'est quoi, tu vois, justement, quand tu dis faut l'anticiper de ça, mais c'est quoi un peu, pas les pièges à éviter, mais c'est quoi les écueils justement que quand tu veux structurer pour ouvrir le deuxième, etc. C'est quoi les conseils que tu donnerais justement à... Est-ce que c'est déjà s'entourer peut-être d'un quelqu'un qui... Ouais, j'allais te dire, honnêtement, c'est gentil de me demander, mais je vais te dire que j'ai pas la prétention de te dire quelle est la bonne recette. Ouais. Honnêtement, en plus, je pense sincèrement qu'il y a pas mal de recettes. La nôtre, mais que je pense est assez commune, c'est une structure de tête avec une holding, et puis chaque filiale exploite son fonds de commerce et son personnel, et tu vois, voilà. Pour différentes raisons, c'est aussi quelque chose que je connaissais par le passé dans la grande distribution, mais avec différentes quand même modalités. C'est-à-dire que dans la grande distribution, parfois, ils rassemblaient
certains territoires, donc certains points de vente sur une géographie, et hop, ça devenait qu'une entité juridique, tu vois. Donc voilà, ça dépend des enseignes, ça dépend des enjeux aussi sûrement. Stade de maturité. Stade de maturité, exactement, voilà. Bon, tant que t'en as, on va dire 5-10, je pense que c'est un schéma qui est cohérent. Ok. Et donc le deuxième bientôt. Est-ce que là, la volonté, c'est d'aller de plus en plus vite ou de continuer à aller un peu pas à pas? Enfin, vous voyez comment, tu vois, le truc dans 2-3 ans? Est-ce qu'il y en aura 10? Est-ce qu'il y en aura 2? C'est quoi la volonté là maintenant? Je vais répondre au pas à pas, je te laisse sur la vision. Je vais voir si vous êtes alignés. Exact. Non, mais tu soulèves un vrai point qui est que finalement c'est un deuxième, mais peut-être que c'est le premier finalement pour nous, tu vois. Dans une certaine mesure, c'est un peu notre premier. Ouais. Donc il faut qu'on arrive à faire la démonstration qu'on arrive à ouvrir notre premier. Donc on va se nourrir de ce qu'on a appris à Martyr pour bien ouvrir Abbesse. Mais moi je prendrai notre temps sur cette première ouverture. On a repris, ça se passe bien sur Martyr. Aux Abbesses, là on va créer. Bon, on adore ça, donc pas effrayé, mais attention. C'est quand même une clientèle à aller chercher, des habitudes à créer dans le quartier, répondre à un public qui va être beaucoup plus touristique que ce qu'on a rue des Martyrs. Donc, on ne va pas s'adresser de la même manière à ces clients-là. Donc, il va falloir les accueillir. Une nouvelle équipe à gérer. Donc, tu vois, moi, je dirais, c'est une première ouverture. Et Abbesse, comment ça s'est fait? C'est une opportunité. Tu dis, ah tiens, j'ai vu qu'il y avait un panneau à vendre. Est-ce qu'on se positionne ou pas? Est-ce que c'est un truc réfléchi? Est-ce que Abbesse était un goal? Et un peu plus, si j'élargis le truc, est-ce que vous faites partie de la team qui dit que la restauration, c'est l'emplacement ou pas que? Je réponds en même temps à ta question, en même temps à la vision. Abbesse, c'est créé, ça a été une nouvelle fois un peu en lien avec le fait qu'on a su créer du lien autour du projet avec différentes personnes et différentes compétences, à savoir des chasseurs de biens qui nous ont écrit à Thomas et moi, peut-être aussi parce qu'on a donné de la visibilité à ce qu'on faisait sur LinkedIn, tu vois. Sûrement même. Mais on visait des rues villages. Voilà. Okay. Et en vrai, oui, on est clairement sur l'emplacement. En vrai, c'est aussi le cas dans la grande distribution. Dans la distribution de manière générale. En fait, moi, j'ai du mal à me dire, si tu veux, qu'avec un coffee shop, d'autant plus aujourd'hui à Paris où il y en a beaucoup, tu peux être un lieu de destination. Tu vois, il y a tellement de densité. Ou alors tu es vraiment une star et tu proposes quelque chose d'incroyable, un café incroyable. C'est un peu notre cas, si je suis honnête, mais j'ai envie de minimiser le risque en me disant ce que je sais bien faire, je vais le faire valoir, mais dans un endroit dans la rue qui va bien. Tu vois. Quoi qu'il arrive, il y aura un peu de passage. Voilà. Okay. Et je préfère me dire qu'on en aura moins à Paris, mais qu'on les aura dans les bonnes rues. Et même si ça prend un peu de temps. Okay. Tu vois, parce que... Bon, voilà, c'est quand même des enjeux financiers, on a des familles, tu vois, tu t'embarques un peu la famille dans ton projet aussi, financièrement aussi, tu vois. Vous voulez pas revenir en coloc Voilà. Donc les risques, tu en prends déjà pas mal. Alors si en plus tu prends le pari d'une rue, tu vois, voilà. Et pareil, le deuxième, c'était sur Paris ou vous vous posez la question de se dire, je sais pas, on fait à Lyon ou... Non, parce que on avait envie de le faire, on voulait rester local parce que on savait que dans Paris, on avait au moins une perspective d'au moins 5, peut-être 4-5. Voilà. Et puis, il y avait, tu vois, Thomas, il est présent physiquement à Paris, c'est rassurant quand même. Tu vois. Puis en plus, ce que tu as à Martyr, tu peux le reproduire. C'est vrai que le jour où tu vas dans une autre ville, en vérité, tu auras forcément d'autres vérités. A priori, c'est même certains d'autres clients, peut-être moins de touristes quand même aussi. Voilà, ça se réfléchit quand même un petit peu. Ouais, et puis c'est d'autres fournisseurs. D'autres fournisseurs, donc tu dupliques beaucoup de choses. Enfin, ouais, tu reproduis, tu redémarres de beaucoup de choses. C'est vrai on avait eu dans le podcast Homer Lobster qui sur le parallèle en disant, tu vois, la clientèle parisienne et la clientèle de région, et surtout sur un produit comme le sien, qui est un produit qui est quand même premium et tout, lui, il s'est mouillé 3 fois la nuque quand il est parti en région, quoi. Donc, je comprends que ça... C'est certain. Puis tu vois, quand même, je pense que je t'apprends rien, mais Marlette, c'est un positionnement un peu premium quand même. Donc, peut-être, sûrement d'ailleurs, que ton concept, il va pas s'adresser à. Tu vois, tu n'auras pas 300 Marlettes en France. Alors je me trompe, ou alors il faudra qu'on réfléchisse au concept. Mais alors, ça, la transition vers la vision. Nous, on imagine, c'est un peu comme dans le sport. Tu vois, il y a un moment, il faut
faut bien connaître ce que tu fais, faut t'entraîner pour ensuite, tu vois, gagner des courses, etc. Donc, on va y aller par étapes. Je pense qu'on est là-dessus assez aligné sur comment on y va. Pour ensuite, une fois que tu sais vachement bien le faire, hop, tu peux dupliquer et s'aimer, peut-être trouver des partenaires. Si tu veux en nourrir un, Marlette, on s'en parle. Peut-être trouver des partenaires, tu vois, pour effectivement accélérer le moment venu. Ou nous-mêmes, ne serait-ce que trouver d'autres types de partenaires, peut-être financiers, pour à ce moment-là, effectivement, ouvrir d'autres Marlettes quand on saura bien faire. Mais en vérité, aujourd'hui, tu vois, c'est avec Thomas, il a raison de le décrire comme ça parce que c'est ce qu'on pense. Mais c'est vrai qu'il l'a aussi dit, et je le pense aussi, c'est que on est assez serein. On a appris beaucoup de choses quand même là, sur Martyr, tu vois. Et on se sent, il y a une forme de sérénité, c'est vrai quand même. On va l'ouvrir, mais il n'y a pas franchement d'inconnu, si ce n'est de se dire, on a quand même envie qu'il y ait du flux et des clients, bien sûr, bien sûr, ça c'est certain. Mais par contre, tu sais faire ce que tu sais faire. Ouais, au niveau process, le café tu sais faire du café, tu sais faire des bonnes pâtisseries, ça y est, tu as compris le métier finalement. Ouais, tout à fait. Trop bien. Oui, puis ça va nous permettre de voir aussi que on n'est pas indispensable sur le point de vente, tu vois, puisque comme on n'y sera plus, je crois qu'on aura quand même qui tourne. Moi, j'avoue que c'est de temps en temps le petit sujet pas qui m'empêche de dormir, mais qui me travaille un peu, c'est on va mettre aujourd'hui de l'énergie beaucoup sur Abbesse demain, et faut pas que Martyr en pâtisse. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, parce que nous, on a commencé il y a 6-7 ans, on bossait avec principalement des indépendants. Petit à petit, on bosse aujourd'hui maintenant avec des indépendants et des chaînes qui ont 100, 200, 300 points de vente. Mais tu as ce truc tu as un peu 3 typologies. Tu as l'indépendant qui est dans son bouclard. Tu as celui qui en a allé entre 2 et 15, et en fait, tu commences à structurer, tu sors du resto, et tu n'as pas encore l'équipe, on va dire, à la tête de réseau, au siège, qui va t'aider en tout cas, tu es un peu seul. C'est un peu là. Vous rentrez dans cette phase-là, vous n'avez pas non plus, je sais pas, une chargée de com, un DAF, machin, etc. Et après, tu as ceux qui ont, je sais pas, 20 points de vente et plus, qui ont structuré une tête de réseau, blablabla, etc. Et c'est vrai que souvent, le milieu, il est tough, quoi. Il est dur parce que tu dois, et à la fois, comme tu dis, faire en sorte que tes points de vente ne soient pas en train de tomber l'un les autres parce que tu n'es plus dans le resto, et à la fois avoir du temps, du recul pour structurer et développer, quoi. Ouais, après, je pense que c'est... Pareil, ça, je pense que ça dépend vachement de qu'est-ce que sont tes points de vente. Est-ce que c'est des grosses structures elles-mêmes, tu vois, est-ce qu'elles font 1, 2, 3 millions ou 500 000 Parce que tu peux avoir des bons restos à 500 000 euros quand même. Ça, déjà aussi, tu vois, c'est une différence. Parce que tu peux mettre un responsable qui est solide, et voilà. Versus quand tu as vraiment des grosses structures, c'est encore un autre enjeu, tu vois, potentiellement aussi, quoi. Peut-être c'est la force d'être deux aussi, c'est que en fait, j'en parlais ce matin, j'étais avec le gars de Père et Fiche, avec Anthony et tout, et justement au début, c'est ce que le marché percevait comme une faiblesse d'être 3 associés sur au début un resto ou 2, maintenant fait que quand ils sont en train de dupliquer, ils ont quelqu'un qui gère le marketing, un les appros, un les opérations, et finalement ça devient une force pour. Tout à fait. Bien sûr. Et puis nous depuis toujours, parce qu'avant d'être compétents sur un domaine d'activité, que ce soit la restauration, le digital ou autre, tu vois, on a appris, moi ce que j'ai appris, c'est que je n'étais pas capable d'entreprendre seul, tu vois. Et donc j'ai eu la chance, vraiment, j'en suis conscient, enfin c'est ce que j'en suis persuadé, pardon, c'est d'avoir rencontré Thomas, tu vois. Je pense que tout le monde aussi n'a pas la chance d'avoir un fit pro, tu vois, qui est souvent aussi perso d'ailleurs. Donc mais entreprendre, c'est pas forcément facile seul, tu vois, aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit dans la resto et autres, qui sont seuls, et c'est pas forcément facile, tu vois. Ouais, c'est d'autres difficultés. Penser à tout, c'est un enjeu, c'est costaud, quoi. C'est costaud. Pour l'anecdote, on avait un cours en commun, donc quand on s'est rencontrés, qui était création d'entreprise et lancement de produits. Vous avez bien fait de pas trop sécher ce cours. Exactement. Non, on était les 2 cons qui bossaient. Non, mais c'est ça le groupe. On était 3, il y avait Kim. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Kim. Kim, si tu nous entends, c'est vrai. D'ailleurs, on s'est pas vu depuis très longtemps, Kim. Il y avait un groupe de 6-7, tu sais, putain, t'as 3 bonhommes qui bossent. C'est toujours comme ça, quoi. T'arrives à la 13. En fait, en vrai, on avait kiffé. Donc, on avait pondu, tu sais, le truc comme ça. Moi, j'étais lingé, tu sais, parce que je venais d'une école d'ingé, un IUT d'ingé. Où du coup j'avais designé le produit industriel, tu vois, vraiment, et Thomas est parti commercial marketing, donc c'était drôle. Avec la présentation qui va bien. On avait effectivement le petit pavé. Un sacré pavé, je l'ai à la maison d'ailleurs. Je te jure, je peux le revoir. Je t'en vais. Easy Move, ça s'appelait. Easy Move. Et alors ça faisait quoi?
C'était pour les personnes âgées. Ok. C'était une échelle automatique qui leur permettait un escabeau qui se surélevait, électrique, pour aller chercher des choses en hauteur, dans la cuisine souvent. Le stana de l'escabeau, tu vois. Ok. Truc d'avoir tes 3 marches où tu risques de tomber. Alors pourquoi vous ne l'avez pas monté alors En vrai, honnêtement, ça aurait pu être un vrai sujet. C'est vrai que souvent, c'est les projets d'école qui, des fois, terminent. Et là, sur la partie, justement, apprentissage, vous avez dit que vous avez beaucoup appris, donc vous êtes un peu là, prêt pour le deuxième. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi les 2-3 enseignements que vous avez un peu à partager, un peu entre guillemets, les do's and don'ts, mais surtout les don'ts, quoi. Ne faites surtout pas cette connerie. Soit parce que vous l'avez vécu, vous, soit peut-être que vous avez, au travers de reprenariat, vu des choses qui ont été faites par avant. Oui. Alors ça, c'est vrai. Il y a un peu... Ouais. Alors, dans la reprise ou dans l'ouverture d'un deuxième? En tout cas, dans le fait de tenir le lieu, finalement, de vrai dans la restauration. Là, tu ouvres le deuxième, tu dis, ok, ça, on le fera plus jamais parce que c'est une énorme connerie. On m'y reprendra pas 2 fois. Alors, Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ça, on a su anticiper, mais je vois pas un truc genre. Gros raté. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Je vois pas le truc où je me dis, oh là là. Non, en revanche. Ouais, j'en ai peut-être un, mais. Il est peut-être mineur, mais... Non, mais vas-y, fonce, parce que moi, j'avais on a essayé de se dire que, en fait, un coffee shop, il est ouvert de 8h à 17h. Un peu de choses près. Okay. Le week-end, un peu plus. Et on s'était dit que, on se le dit toujours, hein, d'ailleurs, que c'est dommage d'avoir un lieu qui est fermé à 17h jusqu'à 22h, qui pourrait vivre comme un établissement, qui pourrait recevoir du public. Et donc, cet été, bon, c'était les JO, c'était peut-être pas le bon moment, on a essayé de rallonger les horaires. Ok. En se disant que il allait accueillir plus de monde. Bon, en vrai, ça n'a pas été le cas. Okay. Mais bon, à part ça, c'est vrai que en fait, quand tu crées on aime tester des trucs aussi, tu vois. Donc, oui, non, mais il faut. Et en vrai, peut-être qu'on y reviendra encore. L'apprentissage. Mais et après, peut-être que Abbesse, tu vois, c'est un autre lieu, comme tu dis, touristique. Ça se trouve, il y a des touristes à 10h qui, je sais pas, sortent du Moulin Rouge, n'importe quoi. Tu vois, peut-être que ça s'y prêtera plus que. Ouais, mais après, tu arrives sur une vraie question, c'est quoi ton vrai métier, en fait. Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu sais vraiment bien faire. Est-ce que tu es capable de faire un deuxième service le soir et pour servir la même chose que ce que tu sers le midi? Est-ce que ça va vraiment plaire? Et les gens vont vouloir du vin? Est-ce que tu vas être capable de proposer du vin? Tu vois, il y a un coffee shop, il faut qu'on aille voir, qui propose aussi du vin, donc un coffee shop bar à vin. Okay. Moi, je suis hyper admiratif, mais je pense que je ne ferai pas ça parce que... Mais après, c'est super quand on est tous des avis différents, parce que c'est ce qui fait la beauté du monde, mais je pense que quand tu as 2 savoir-faire, tu vois, moi j'aime bien le pinard en plus. C'est vraiment 2 mondes, je trouve que c'est pas facile. Tu vois, pourtant j'adore le café parce qu'il y a vraiment des similitudes avec le pinard. Néanmoins, le mettre les 2 dans un même lieu, c'est pas évident. C'est pour ça que je pense qu'on a du mal à se dire, on veut potentiellement aller adresser l'apéro, mais on sait qu'on saura pas faire le dîner du soir. Et c'est pas simple en fait, c'est vraiment pas simple. Ouais, c'est vraiment pas ça. C'est des attentes peut-être aussi graves différentes. Ouais, exactement. Puis peut-être que les gens qui viennent le matin dans un coffee shop, ils n'ont pas envie d'y retourner le soir. Ou peut-être que l'ambiance du lieu n'est pas du tout adaptée pour être en soirée. Enfin, à mon avis, il y a un peu de tout ça. Donc, puisque tu perds un peu en authenticité de ce que tu veux proposer, tu vois. Peut-être que je me grosse trop la tête et que c'est un peu de la réflexion inutile, mais j'avoue que si je suis honnête, je suis transparent, j'avoue que j'y pense, quoi. Je me dis, est-ce que je vais pas perdre en crédibilité en essayant de servir le soir un truc complètement différent? Un peu comme sur ta carte, c'est quand tu touches à tout, en fait, c'est vrai touches à rien. C'est vrai que maintenant, plus la carte est longue, plus on est en panique, quoi. Exactement. En fait, je te vends des tapas en même temps, pizza en même temps, risotto. Bon, voilà, il y a un truc louche. C'est un peu ça, tu vois. En plus, on a une carte très courte et tout, donc déjà faire bien ça. Tu vois. Et à l'inverse, tu vois, on parlait, tu vois, il y a ce côté, on fait un coffee shop et donc restauration du soir, c'est peut-être un peu, des fois, c'est un peu, comment dire, c'est un peu antinomique. Le truc, peut-être le raccourci plus simple, c'est peut-être coffee shop, boulangerie, ou tu vois, est-ce que ça, vous y avez peut-être pensé ou pas du tout? Est-ce que c'est un truc qui pourrait être plus simple à. Alors, tu vois, j'ai travaillé pour une enseigne de distribution alimentaire bio qui s'appelle L'Eau Vive, qui a aussi d'ailleurs ses difficultés, mais qui est en train de faire un magnifique rebond. Ils sont boulangers. Et en fait, c'est magnifique, quoi. Tu vois, c'est une vraie force, si tu veux. Mais n'empêche que le mariage n'est pas simple, quand même. Tu vois. Ils ont vraiment le fourni et tout. Hein. Ils ont je crois, 40 boulangers qui produisent pour tous les magasins L'Eau Vive. Et ils vendent aussi en B2B pour d'autres enseignes. Mais c'est 2 métiers à faire cohabiter. Et en fait, ta question, elle est intéressante. Nous, on a un peu ça déjà chez Marlette, avec ce double métier.
Un troisième, ce serait peut-être... Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, ouais, c'est chaud, là. Mais t'as raison, la question se pose parce qu'on voit beaucoup les boulangers aller sur le territoire du café. Donc, tu pourrais te dire, tiens, dans l'autre sens. Ouais, en tout cas, tout le monde ouvre son coffee shop. Que vous soyez restaurateur, boulanger, bar à vin, etc. J'ai l'impression qu'en ce moment, le coffee shop, c'est vraiment... Tu me tends une perche, du coup, je suis obligé de la saisir. Du coup, nous, le travail qu'on fait sur la marque Marlette veut essayer de répondre à ça. Okay. Si tu veux essayer de répondre à qu'est-ce que c'est en fait un coffee shop et comment tu peux emporter finalement du coffee shop un peu chez toi aussi. Effectivement, tu vois, Monoprix lance un concept, la cantine, qui... Alors, c'est pas un coffee shop, mais enfin, bon, il y a des codes. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, c'est très chouette ce qu'ils cherchent à faire. Mais donc, il y a quand même une volonté de s'approprier le café, le coffee shop et tout. Donc, en vrai, c'est bien pour le coffee shop au sens large, mais ça crée aussi quelque chose d'un peu... c'est pas galvauder le terme, mais tu vois, c'est un peu un terme tu vois, qui est utilisé à toutes les sauces, quoi. Ouais. Le coffee shop un peu partout. Donc, parce qu'ils pourraient vendre, je sais pas citer de marque, mais un café très connu qu'on voit souvent dans les brasseries et dire on fait un coffee shop. Et en fait, c'est pas vraiment la même chose que d'avoir du café de spécialité, etc. Bien sûr. Avec ouais, tout à fait, avec une ADN de je te sers un café, je sais en parler, comment il a été torréfié, comment je l'ai extrait, etc. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais pour en revenir sur le sujet de les risques, qu'est-ce qu'on a appris qu'il faudrait vraiment pas refaire. Moi, en vrai, j'ai plutôt envie de dire aussi que la notion de bien anticiper, quoi. De manière générale, mais je te parle de tout, hein. Ton staff, tes financements, ta trésor. Bon, voilà, nous on est à... C'est l'expérience peut-être qui veut ça aussi, mais j'aurais fait la même chose il y a 10 ans, je pense que je me serais effectivement pété la gueule 2-3 fois sur ces sujets, tu vois. Même venant de la finance, tu vois. C'est un enjeu hyper important, enfin hyper élevé, tu vois, la trésor, tous ces sujets-là, c'est hyper important, ouais. Mais c'est sûrement des choses évidentes que tous les gens qui écoutent savent, mais c'est ce que je dirais en tout cas. Ok, trop bien. Et pour finir, selon vous, qui est-ce que je pourrais inviter la prochaine fois pour justement partager un peu l'expérience? Est-ce que ça y est, vous avez un peu votre réseau? Je trouve que la restauration, il y a un petit côté, pas corporatiste, mais il y a des espèces de sous-réseaux, des gens qui se parlent sur des WhatsApp, avec des groupes, etc. Ah, tu vois, tu peux nous introduire? Non, je cherche à en rentrer dedans. C'est pas bon, mon cheval de Troie. Non, c'est pas. Mais est-ce qu'il y a des... Tout à l'heure, tu me citais Bohémie, donc j'imagine que tu le connais. Bon, on l'a déjà eu. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que vous dites ça? Ce serait bien d'avoir. Tu vas te dire décidément, les mecs, vous vous répétez, mais c'est vrai que nous, on aime beaucoup les gens. Et naturellement, en fait, on a été voir les confrères, les consoeurs. Et on adore ça. Et en fait, ils sont tous incroyables, quoi. Tu vois, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit waouh, quoi. On se dit, on est mauvais, quoi. Enfin, peut-être pas on est mauvais, mais en tout cas, on apprend énormément de choses. Et ils sont tous très inspirants. On voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, donc on est rassuré. Mais non, on est très inspiré par ce qui est fait. Et alors moi, j'y vais. Je vais te parler de quelqu'un. Je pense qu'il faut absolument que tu réussisses à inviter, mais on va t'aider. Hein. Mehdi, voilà, de The Angry Family. Parce que, ou Nada, d'ailleurs, hein, même si je crois que Nada est peut-être un peu moins visible, mais nous, on a rencontré Mehdi en tout cas. Ouais. Donc Nada, qui est sa femme. Et Mehdi est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, humainement et professionnellement. Et c'est un, je sais pas si c'est puits de science, le bon terme. Enfin, en tout cas, il a appris beaucoup de choses. Et il en parle très très bien. Il est bon, il est bienveillant. Donc, on apprend énormément de choses quand on prend le temps et qu'on s'assied avec Mehdi. Donc, je t'invite à... Trop bien. Mais écoute, je pense que je vais découper 30 secondes et je vais lui envoyer parce que je le connais bien. Je bosse avec Mehdi et je lui ai dit, mais il faut que tu viennes. Et à chaque fois, il fait un peu le timide. Et je pense qu'il a envie que je le drague encore plus. Tu vois, là, c'est parfait ce que tu fais. Je vais pouvoir lui dire, bon, ça y est, t'as plus d'excuses, quoi. Et Mehdi, il a fait partie de ceux qui nous ont aidés, tu vois, dans une certaine mesure, parce qu'il nous a conseillé le cuisiniste avec lequel on bosse sur le 2e, donc sur Vavès. Donc c'est grâce à lui qu'on était en contact avec David. Trop bien. Et donc, tu vois, dans la capacité à savoir s'entourer, Mehdi a été une belle personne. Écoute, Mehdi, tu ne peux plus fuir. Ça y est, c'est record. On lui dit. Moi, je te rajoute peut-être une personne qu'il faudrait que tu rencontres, qui est Graphi de PNY. Bon, on l'a eu.
Ah, tu l'as eu? Ah mince, bah tu vois, je suis pas bon. Au tout début, ça fait partie, je pense, des premières à être venues. À l'époque, c'était Aurélien qui faisait le podcast chez nous. Et ouais, c'était, mais pareil, histoire incroyable. Enfin, pareil, 15 ans de roller coaster assez dingo. Bah, tu parlais de Puits-de-Science, je trouve qu'il y a vraiment ce côté Puits-de-Science de la restauration. Elle pourra revenir. Une V2, voilà. Tu vois, faire un update. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Plaisir, vraiment partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, next step, je viens manger chez Marlène. Allez, j'en ouvrirai peut-être pas un tout de suite parce que j'ai pas l'argent, j'ai un enfant. mais en tout cas, viens manger, c'est dans mes cordes. Non. On fait un autre podcast là-bas, sur place. Ça marche. Indoor. Merci beaucoup. Et puis, bonne ouverture. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut.